tous, bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis de vous recevoir ce matin pour ce premier Before Work de la Silver Eco, avec nos amis, nos collègues de Silver Innov et du Gérondif. Nous sommes ravis de mettre en place et de vous proposer ce premier événement. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter 3 retours de collaboration entre des startups et leurs partenaires, différents types de partenaires, et ils vont vous expliquer, vous faire un petit retour d'expérience sur leur coopération réussie. Tout ça sera modéré et animé par Solène Brugère, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin pour modérer le débat qui suivra les présentations. Et sans plus tarder, je vais vous montrer le petit agenda du matin. Donc, ce Before Work, et nous remercions Silver Eco, OnMedio, se passe dans le cadre des Silver Eco Digital Days. Normalement, il y a même des gens qui doivent peut-être nous suivre en simultané ce matin, en plus de notre outil Livestorm que nous utilisons en ce moment. Pour ceux qui utilisent le Livestorm et qui se sont inscrits, vous pouvez toujours poser vos questions, je vous le rappelle, dans l'onglet questions que vous voyez en haut à droite. Donc, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions pendant la présentation. Ça, c'est la règle, c'est plutôt l'onglet questions, parce que comme ça, on pourra répondre à tout le monde par écrit ou à l'oral et pouvoir avoir accès à ces réponses aux questions lors du replay. Donc, n'hésitez surtout pas. 2 temps, un temps principal, les 3 présentations qui se présenteront, et puis l'échange avec Solène et l'équipe participante et les intervenants qui auront présenté leur coopération. Donc, en deux mots, je vais commencer par Cap Digital. Moi, je suis Christelle Ayache et je suis la responsable de la filière numérique en santé depuis une dizaine d'années au sein de Cap Digital. Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité, le pôle de compétitivité du numérique en Île-de-France. On regroupe 1000 structures adhérentes. On est une association, donc 1000 structures adhérentes. La spécificité, c'est d'avoir 850 PME et startups, surtout 4 grandes filières du numérique, dont la santé. On est aussi accompagné par des grands comptes, ETI et aussi EPIC, et aussi des établissements de recherche, des écoles, des universités. Également un collège de fonds d'investissement, donc des investisseurs privés qui aident aussi à faire grandir nos startups et PME. Voilà, le sujet de la santé, le sujet de la silver economy est vraiment un sujet très très fort pour nous. Depuis 2012, on essaie d'être un acteur le plus actif possible pour aider et accompagner nos membres au quotidien. Voilà, l'équipe, c'est 40 personnes. On repose aussi sur un réseau de 160 experts qui nous donnent de leur temps bénévolement tout au long de l'année pour aider toutes ces entreprises. Voilà, et puis si de toute façon vous avez plus de questions par la suite, vous n'hésiterez pas à nous contacter aussi pour avoir plus de renseignements. Sur ce, je vais passer la parole à Isabelle Dufour qui nous a retrouvés, déléguée générale du Gérondif. Isabelle ? Oui, merci. Bonjour, je suis ravie de participer à cet événement que Gérondif a contribué à co-construire. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'est Gérondif. Donc, Gérondif, c'est le Gérontopole d'Île-de-France, qui est une association reconnue maintenant d'intérêt général et qui a été fondée en 2016 par la PHP, la FEA, Pluriops et la FHF, donc toutes les structures, les principales structures représentatives du médico-social et du sanitaire privé et public. Nous sommes fortement soutenus par l'ARS Île-de-France depuis le début de la fondation, également très fortement par le Conseil régional d'Île-de-France, la CNAV et la CNSA. Cette association, le Gérontopole, est présidée par le professeur Olivier Anon, qui est gériatre, et moi j'en suis la déléguée générale. L'ambition de Gérondif consiste à développer la recherche et l'évaluation de tout type d'innovation, tant dans le domaine de l'organisation, des prises en soins et des parcours, que dans le domaine des gérontechnologies et plus globalement des solutions de la silver economy, mais aussi l'innovation dans le domaine de la formation, l'innovation sociale en gériatrie et en gérontologie, c'est notre champ d'action.
Alors, notre champ d'évaluation, il porte aussi bien sur celui du sanitaire que du médico-social et du domicile et de la ville. Et il vise la prévention de la perte d'autonomie. Nos mesures d'impact concernent la personne âgée, alors qu'elle soit robuste, fragile ou dépendante. Et notre méthode est basée sur des protocoles de recherche multidisciplinaires qui mixent des approches, des méthodologies issues de la recherche clinique et celles humaines et sociales. Ceci afin d'établir des preuves robustes pour éclairer, c'est notre objectif final, scientifiquement les décideurs, les professionnels, en se souciant particulièrement à chaque fois de l'éthique et des usages de ce que nous appelons les adultes âgés. Et nous allons vous présenter aujourd'hui, comme illustration de notre manière d'agir, un exemple de collaboration concrète que nous avons pu mener grâce à un financement de la région Île-de-France qui nous a permis de financer une bourse doctorale de 3 ans en vue de promouvoir le développement de la réalité virtuelle, en passant par une évaluation de la faisabilité de la réalité virtuelle au service de la rééducation des sujets âgés et aussi des professionnels qui sont aussi notre bénéficiaire final. Donc, je vais passer la parole à notre chercheuse et à notre partenaire industriel qui vont présenter par la suite. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Un petit mot, bonjour, d'accueil avant de commencer cette première présentation. Bonjour Solène, excusez-moi, juste présenter le troisième co-organisateur, à savoir Silverinov, qui en quelques mots est quand même la seule et unique pépinière et hôtel d'entreprise dédiée à la silver economy, au handicap, au vieillissement et à la santé en France. Nous avons donc vraiment une offre d'hébergement, d'insertion, d'accompagnement de toutes ces structures plus ou moins jeunes qui souhaitent développer des solutions innovantes pour la silver economy, pour aider nos aînés, pour aider les personnes en perte d'autonomie. Nous avons même développé avec nos partenaires créatifs Valais et le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre un nouveau dispositif global d'accélération et d'innovation qui nous permet d'accompagner et d'aider de jeunes futurs entrepreneurs, étudiants ou personnes qui sont en reconversion pour proposer des nouvelles solutions liées à l'autonomie via tout un processus d'accompagnement, d'expertise, d'encadrement et pour finir d'incubation. Donc nous sommes vraiment un lieu de ressources et de convergence de la silver economy en Île-de-France. Nous sommes partenaires d'un certain nombre d'événements et donc nous sommes très très fiers et très heureux de co-organiser ce premier Before-Work de la silver economy en espérant qu'il y en aura plein d'autres. Et pour pouvoir animer ce premier Before-Work, je laisse donc la parole à notre modératrice et experte, Solène Bruchère. Beaucoup Isabelle et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de présenter et d'animer ce premier atelier Before-Work sur ce sujet qui est très important dans le secteur de la silver economy, mais aussi plus largement pour la santé et le vieillissement de toutes les personnes. Et donc, je vais vous présenter 3 formidables initiatives de solutions de haute technologie autour de la robotique, des numériques, de la réalité virtuelle et nos interlocuteurs et interlocutrices vont nous présenter comment ces solutions répondent non seulement aux intérêts et aux besoins des personnes âgées dans le cadre de leur vieillissement et de leur qualité de vie, mais aussi ont pris la précaution et le soin de veiller, de respecter les droits des personnes et donc de répondre aux enjeux juridiques mais éthiques surtout qui sont posés par ces technologies. Donc, nous allons tout de suite commencer par le premier binôme qui est donc représenté par Kinequantum et l'Institut des sciences du sport santé de Paris, l'I3SP. Et nous avons donc la chance d'écouter alors Lucas Von Rieb, président et fondateur de Kinequantum, et Hajer Ahmadi, doctorante en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain de l'Institut donc des sciences du sport santé de Paris. Donc, si vous voulez prendre la parole et nous présenter en 10 minutes votre solution et votre coopération. Comment est-ce que cela s'est déroulé?
Alors, bonjour à tous, je suis Ajé Armadi, je suis doctorante à l'Institut des sciences de sport santé de Paris. Je travaille au sein de l'équipe 3 du laboratoire où on cherche à en fait donner de nouvelles capacités de perception et d'action aux personnes grâce aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une collaboration entre notre laboratoire et KineQuantum qui a donné naissance à un projet de recherche qui est financé par le programme Paris Région PhD et qui est porté par le Gérondif. Avant de parler concrètement de projet, je laisse la parole à Lucas pour se présenter et nous présenter KineQuantum. Bonjour à tous, donc moi je suis Lucas Van Riet, je suis le président de la société KineQuantum. Donc pour parmi vous ceux qui ne nous connaissent pas encore, KineQuantum c'est une société qui commercialise et conçoit un dispositif de rééducation en réalité virtuelle. Donc nous, ce qu'on a en réalité, c'est un outil pour les kinésithérapeutes qui travaillent en centre ou en cabinet. Et dans notre outil, il y a en fait des exercices qui permettent aux patients de faire les exercices qu'ils font habituellement en rééducation active en kinésithérapie, mais gamifiés. C'est-à-dire par exemple qu'on va demander aux patients de battre des bras comme un oiseau. En battant des bras, le patient va gagner son jeu, monter tel un oiseau, passer à travers des cerceaux qui sont son objectif. Et en fait, il va oublier qu'il est en train de travailler son épaule en abduction-adduction. Ça permet de réduire la douleur et d'améliorer la qualité des mouvements pendant la rééducation. Dans le cadre de ce projet, nous sommes là en tant que soutien, support technique pour AGER et pour son projet de recherche. Alors, notre collaboration s'intéresse à l'usage de la réalité virtuelle pour le sujet âgé dans le cadre de la rééducation de la peur de chuter. Avant de vous présenter clairement notre projet, j'aimerais contextualiser l'idée et parler d'où cette idée est venue. En fait, l'idée est partie de constatations purement empiriques où Romain Artico, qui est le co-encadreur de cette thèse, qui est kinésithérapeute, a remarqué sur terrain que la peur de tomber était très fréquente chez les personnes âgées et induit des troubles de la posture et de l'équilibre avec parfois une diminution importante de l'autonomie de la personne. Ceci avec la prise en charge de cette peur de tomber était très complexe pour lui en tant que kinésithérapeute et il ne pouvait pas provoquer ou en tout cas exposer la personne à sa propre peur tout en gardant des aspects sécuritaires du terrain autour. Du coup, ça nous a donné une idée de contacter KineQuantum et profiter de leur solution de réalité virtuelle où on pouvait exposer la personne à sa propre peur tout en étant en virtuel en fait, en simulant un mouvement de pencher en avant. Et du coup, comment cette collaboration a pu se mettre en place concrètement? En fait, cette collaboration se base principalement sur un partage de connaissances où nous, en tant que chercheurs, en tant que thérapeutes, on a analysé cette peur de tomber, on a vu ce qu'en disait la littérature et on a analysé surtout les besoins du thérapeute au niveau de sa prise en charge, mais aussi et surtout les besoins du patient, les besoins du sujet âgé en tant que personne qui a vraiment peur de tomber et qui a besoin de bouger, marcher tout en gardant son équilibre. On en a parlé à KineQuantum qui, eux, du coup, je laisse la parole à Lucas pour ça, pour vous expliquer qu'eux ont développé une solution pour ces problèmes-là. Donc nous, du coup, on a développé sur les consignes d'AGER un environnement en réalité virtuelle dans lequel on a travaillé les flux optiques, c'est-à-dire ce que voit le patient sur les côtés dans sa vision périphérique. Et on a fait 2 scénarios à l'intérieur de cet environnement. Le premier étant un scénario de translation vers l'avant, donc simplement, en fait, le patient va avoir l'impression d'avancer vers l'avant dans la pièce comme s'il était sur un tapis roulant. Le second est un scénario qui ressemble à une chute, c'est-à-dire qu'on a pris les données de mouvement de la tête sur la chute naturelle d'un humain et on les a reproduits en réalité virtuelle. Le principe, ça va être donc d'exposer via ces scénarios le patient à sa phobie. Et du coup, une fois on avait cette solution grâce à Lucas et son équipe, on a pu évaluer son impact direct sur la peur de tomber, du coup, au milieu de la population gériatrique, mais aussi analyser son effet sur les besoins de la thérapeute, si ça répond bien à une prise en charge efficace de la peur de tomber, mais aussi si ça diminue les contraintes de terrain que les thérapeutes avaient. Une fois tout ceci est fait,
eh ben, quel est l'intérêt de cette coopération clairement? Pour nous, déjà, en tant que chercheurs, ça nous a permis de profiter de l'expertise des ingénieurs au sein de Kinequantum et du coup avoir à disposition un outil performant, précis. Et ceci est considéré pour nous un énorme gain de temps et d'effort. Nous, en tant que chercheurs, on n'avait pas les moyens clairement de développer ce genre de dispositif. Ensuite, ça nous a permis en fait de mesurer en temps réel différentes données. C'est-à-dire, en étant exposé à la réalité virtuelle, on pouvait mesurer la posture, mais aussi les réponses psychologiques de la personne et mettre en lien ces deux concepts. Ensuite, grâce à cette collaboration, ça nous a permis d'élargir notre champ d'expérimentation et peut-être, pourquoi pas, utiliser ce dispositif pour évaluer son intérêt chez une autre population, voire jeune, voir ce que ça induisait d'être exposé à une simulation de chute comme ça. Enfin, le fait d'utiliser ce dispositif nous permettait de contribuer à l'évolution du champ au milieu gériatrique, mais aussi sur le plan scientifique en général, et du coup, offrir une meilleure visibilité à notre laboratoire et à nos études scientifiques, pourquoi pas briller sur l'international. Pour Kinequantum, je laisse la parole à Lucas pour présenter les intérêts de cette collaboration pour eux. Nous, rapidement, les deux intérêts majeurs, en fait, le premier, c'est une évolution future potentielle de notre dispositif médical, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas dans les indications de notre dispositif médical les personnes âgées souffrant du syndrome post-chute. Donc, à l'avenir, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être ajouter dans notre dispositif existant ou alors faire un dispositif sur mesure pour cette indication. Le deuxième sujet qui est important pour nous, c'est au niveau des réseaux des collaborateurs, c'est-à-dire que quand on mène des opérations comme ça de recherche, ça nous permet parfois de rencontrer des gens qui s'intéressent à notre projet, à la réalité virtuelle et de lancer des projets avec eux, voire de valider certaines de nos idées sur les évolutions de notre produit. Voilà. Pour finir, quel est l'intérêt pour la société de cette coopération entre laboratoires start-up? Il faut dire que nous, en tant que chercheurs, mais aussi les ingénieurs, travaillons main dans la main pour répondre à des problématiques de société actuelles, pour répondre à des problématiques de gériatrie, ce que rencontrent vraiment les sujets âgés. Notamment, on parle fréquemment de chute chez les personnes âgées, de peur de tomber, de troubles cognitifs, d'anxiété, de fragilité, de dépendance, etc. Nous, notre objectif c'est de faire face à ces différentes problématiques et ceci suit un processus bien déterminé car il est important de bien réfléchir à ces problématiques, voir ce qu'en dit la littérature à propos de ça, imaginer une solution, la concevoir avec les ingénieurs de Kinequantum et vraiment mettre à disposition des sujets âgés, concevoir un outil adapté à leurs besoins. Mais surtout, notre rôle, c'est d'évaluer sa pertinence et de le valider auprès de la population cible. Le but, en fait, pour en fin de compte aboutir et fournir aux sujets âgés des nouvelles technologies qui répondent bien à leurs besoins et qui seront bien adaptées et qui les utiliseront plus tard. Voilà, je vous remercie. Parfait, merci. La main de la fin, Lucas. Un dernier mot que le temps passe, ou sinon, Lucas. Non, merci à tous. Je suis disponible pour répondre à vos questions si besoin. Parfait, merci d'avoir présenté cette solution. Donc, comme on le comprend, vous vous situez dans le cadre donc, des études scientifiques qui sont réalisées sur les personnes humaines en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales pour améliorer l'état de santé ou pour mieux prendre en charge ce qui s'inscrit dans le cadre de la loi Jardé et des recherches scientifiques. Donc, tout à l'heure, vous pourrez nous dire un mot sur comment vous avez justement appréhendé ces enjeux-là et notamment au regard des droits des personnes. Et puis aussi de l'intérêt que cela représente pour les professionnels également, qui est très intéressant. Donc, merci beaucoup. On va passer au deuxième projet qui est donc Ubiquid avec l'Institut médical de Romainville, qui fait partie du groupe LNA Santé et qui est un centre de soins de suite et de rééducation. Et donc, nous accueillons Henri Ollier-Larousse, président commercial de Ubiquid, et Martine Franc, cadre de rééducation de l'Institut. Donc, si vous pouvez nous présenter, voilà, vous avez 10 minutes, et puis ensuite, nous poserons des questions dans la deuxième partie rapidement. Cette solution, ce qu'elle apporte, comment elle est innovante et quels sont ses bienfaits.
Très bien. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités pour cette première séance et merci de mettre en avant cette collaboration dont nous sommes très fiers entre Ubiquid et donc l'IRR du groupe Elana Santé, avec donc une démarche qui part de la silver economy pour s'intéresser à des sujets connexes et tout aussi passionnants qui sont donc les dispositifs médicaux et les soins de suite. Je vais commencer par vous présenter la chronologie du projet en question. Ensuite, Madame Franc vous décrira les besoins et donc les intérêts du projet. Donc, concernant Ubiquid, les grandes dates qu'on voulait vous montrer, c'était donc la création en 2013. Donc, avec moi et mon frère Thierry, on a créé Ubiquid avec un objectif. C'était que les déboires qu'on avait eus en maison de retraite avec notre propre grand-mère ne se produisent plus et qu'il y a un outil en fait qui permette d'éviter que les résidents perdent des vêtements, perdent des appareils auditifs, perdent des dentiers. Ça, c'était un sujet donc que nous on avait beaucoup vécu et on s'est dit ok, il faut trouver une solution qui soit facile à utiliser et qui permette de répondre à toutes les questions. On l'a lancé en 2013, évidemment, donc ça a pris un peu de temps. On a commencé à vendre sérieusement à partir de 2015 une solution qui a fonctionné et on a eu la chance d'obtenir la confiance du groupe Elana Santé pour un développement national sur les 42 EHPAD du groupe à partir de septembre 2018. On a lancé le déploiement, ça a bien fonctionné. Et au bout d'un an, le groupe Elana nous a dit « Ok, vous êtes au point, vous faites du bon travail. Est-ce qu'il serait possible d'ouvrir ces problématiques et d'accéder à votre compétence pour réfléchir à d'autres problématiques qu'on rencontre, plus au niveau des soins de suite et réadaptation ?» Donc là, c'est Thierry, mon frère, qui a pris la main avec Madame Franc, qui a pris le temps d'essayer de comprendre quel était le besoin. On a lancé un co-développement, donc prise du cahier des charges. Et ensuite, on a développé une première, puis une deuxième version, et on en est désormais à une application qui est fonctionnelle, qui n'est encore utilisée que à l'IRR. On espère que ce sera ensuite un succès ailleurs, mais qui fonctionne désormais grâce au retour de l'établissement. Voilà pour la grande chronologie. Peut-être du coup, Madame Franck, je vous passe la parole de manière à ce que vous puissiez décrire les besoins que vous nous aviez remontés et sur lesquels on a travaillé. Tout à fait. Donc, bonjour. Donc, je suis Martine Franc. Donc, j'encadre une équipe de rééducation à l'Institut de réadaptation de Romainville. Et en 2018, on a ouvert une extension de plateau technique. Donc, j'ai commencé un petit peu à réfléchir à les parcours patients, les flux patients, l'optimisation des salles avec un établissement qui doublait en volume. Donc, quand j'ai commencé à faire mes courses, j'allais dire d'achat, je me suis penchée un petit peu sur tout ce qui est innovation, donc de fait sur les équipements et le matériel. Et j'ai fait mes commandes de fauteuils roulants, de matériel qui doublait. Et avec l'équipe d'ergothérapie, on s'est rendu compte quand même que notre parc de fauteuils roulants, notre parc de déambulateurs, de cannes, représentait entre 700 et 800 pièces. Et tout ce matériel-là était géré par les ergothérapeutes. Les ergothérapeutes sont des rééducateurs diplômés. Et je me suis dit quand même que c'était bien dommage que une grande partie de leur temps soit passée à faire du rangement, à gérer les stocks, à aller chercher dans un bout de l'établissement où se trouvait telle ou telle pièce technique et que ce serait peut-être intéressant d'optimiser leur travail pour qu'elles puissent passer plus de temps à la rééducation et à la prise en soin des patients. Ça, c'était un premier constat. Et le deuxième constat, c'était de se dire finalement, pour que le parcours du patient soit sécurisé, il est hyper important que le patient, dans sa chambre, il ait la bonne aide technique. C'est-à-dire qu'au moment où il aura besoin de se lever, de se déplacer dans la chambre, il faut que le fauteuil roulant soit là, sa canne soit là, il ne faut pas qu'elle ait été déplacée par mégarde.
Donc, j'ai commencé à regarder et à chercher une solution technique. Et là, j'avais beau chercher, je ne trouvais rien. Ce qui fait que lors des LNA Digital Day en 2018, j'ai commencé à parler de mon besoin et les personnes de la cellule innovation du groupe m'ont dit « Ah, bah, écoute, c'est intéressant, on a rencontré la société Ubiquid qui met en place une solution avec une puce RFID pour le linge. Ce serait peut-être intéressant que vous vous rapprochiez d'eux. » Et effectivement, on s'est rencontrés et puis on a commencé à déterminer nos besoins. On a élaboré un cahier des charges et les ergothérapeutes ont travaillé avec l'équipe technique et les ingénieurs d'Ubiquid pour déterminer exactement leurs besoins et les mettre en adéquation avec les possibilités techniques que pouvait proposer Ubiquid. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on a fait ? Je pense qu'il nous reste 30 secondes pour finir la présentation. Si vous voulez dire un dernier mot avant de passer. Désolée, le temps passe, mais je me dis donc là, on a bien compris que c'est une belle solution très technique et innovante avec une puce RFID qui va répondre à des enjeux non seulement logistiques pour l'aide du personnel, mais surtout finalement pour les patients elles-mêmes et pour leur bien-être. Et donc, ma question pour tout à l'heure sera effectivement, compte tenu de la technologie et puis de l'impact possible sur la vie privée des personnes, comment est-ce que vous avez pu vous assurer que cette solution répond bien, à la protection des données personnelles notamment, et est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas, consulté la CNIL qui vous aurait aidé, accompagné ou conseillé sur ces sujets-là? Merci beaucoup pour cette deuxième présentation. Et donc, on va passer encore 10 dernières minutes de présentation avec Blue Frog Robotics et Corian. Et nous accueillons donc Rodolphe Hasselwander, fondateur et directeur de Blue Frog Robotics. Bonjour Rodolphe. Et Nawel Zaidi, designer, project manager, qui est chez Corian et qui travaille également, qui fait une thèse sur le sujet qu'elle va nous présenter. Et donc, nous vous remercions de nous présenter en 10 minutes votre solution pour les personnes âgées. Super. Je vais commencer, Nawel, si ça te va. Alors, excusez-moi, je vais aller directement là. Donc, je présente rapidement Blue Frog. Donc, en fait, moi, je suis donc le fondateur de Blue Frog, en effet, que j'ai créé pour démocratiser ce qu'on appelle les robots for good, donc des robots bienveillants. Pour en faire le Apple des robots, car voilà, un peu comme ce qu'on a vécu dans les années 70-80 avec la révolution de l'informatique personnelle, aujourd'hui on a la chance de vivre la révolution de la robotique personnelle, et donc Blue Frog est un acteur majeur, européen aujourd'hui, j'espère bientôt mondial, sachant qu'en plus 2020 était un vrai accélérateur parce que la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de production robotique, notamment pour pallier les problèmes d'isolement et d'enseignement à distance. Et donc, avant d'attaquer vraiment ce marché grand public, aujourd'hui, comme on peut le voir sur le slide, nous on adresse des marchés professionnels à travers des verticales à fort impact social, tels que l'éducation, les enfants fragilisés, autistes par exemple, et ce qui nous réunit aujourd'hui, la Silver Economy. Et donc, voilà, après pas mal d'années de R&D, de tests et d'expérimentation, on a pu lancer la production de milliers de robots. Et donc, on commence, on a déjà livré une centaine de robots. Et on va pouvoir avancer, notamment sur des collaborations telles qu'on est en train, ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui avec Corian et d'autres partenaires. Et ce que je propose, Nawel, c'est que tu puisses, avec tes mots, cadrer, expliquer un petit peu l'enjeu de cette collaboration. Voilà. Avec plaisir, merci Rodolphe. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc, je suis ingénieur, designer, responsable de projets d'innovation digitale chez Corian, et j'ai initié une thèse du coup sur les usages de la robotique auprès des personnes âgées chez Corian. Donc Corian, pour rappeler, c'est une entreprise de soins et d'accompagnement des personnes âgées à l'échelle européenne, qui compte à travers l'Europe plus de 50 000 collaborateurs dédiés au métier du soin et de l'accompagnement. Donc à travers plusieurs activités, notamment les cliniques de soins de suite et de réadaptation et les EHPAD qui nous intéressent aujourd'hui. Donc Corian, depuis plusieurs années, on s'intéresse à l'innovation digitale au service des aînés, mais aussi des personnels d'établissement. Et le groupe, via l'agence d'innovation digitale Corian Solutions, qui s'est créée en 2017, s'est tourné récemment vers des applications robotiques. Donc, c'est le directeur digital de Corian Solutions qui a directement contacté Rodolphe
par rapport au robot Buddy. Donc, on a initié cette collaboration entre BlueFrog et Corian en 2018. Donc, en fait, on a commencé au tout début, en 2018, Buddy, le robot, donc un robot d'animation sur des usages d'animation et divertissement en EHPAD, était au stade de POC. Donc, l'idée pour nous avec BlueFrog, c'était de créer un petit peu des ateliers autour de l'usage de ce robot, des usages futurs en fait à envisager en maison de retraite, donc avec les résidents et les soignants, pour que en fait à la vue de ce robot, ils puissent se projeter sur ces usages et qu'on puisse co-construire ensemble de manière tripartite entre Corian, les établissements et BlueFrog des usages qui soient vraiment adaptés aux besoins du terrain. Donc, on a effectivement commencé à travailler autour de ces usages avec le personnel soignant et les résidents pour, en 2020, lancer une petite expérimentation, un atelier directement dans un de nos établissements pour permettre au personnel de se projeter sur ces usages. Donc, à la suite de ces ateliers, on a sélectionné, dans le cas d'usage animation, 2 grands scénarios en fait, qui semblaient répondre vraiment aux besoins. Donc, le premier, c'est avoir le robot dans l'établissement de manière autonome, qui puisse se déplacer, proposer des interactions, puisque c'est de la robotique sociale, donc des interactions sociales avec les résidents, favoriser la stimulation cognitive et sensorielle pendant les moments un peu calmes, par exemple après le déjeuner. Et d'un autre côté, utiliser aussi ce robot comme une médiation sensible à l'animateur pendant ces séances pour proposer des nouveaux types de séances autour de la robotique, donc des séances d'animation 2.0 avec les résidents. Donc, on s'est rendu compte au cours de ces expérimentations que au tout début, on avait une certaine peur, en fait, une certaine méconnaissance de la robotique au niveau des établissements. Donc, il y avait quelques réticences, aussi un effet peut-être que le robot peut être un peu gadget dans cet écosystème qui n'est pas forcément adapté au début. Et en fait, après ces premiers ateliers, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte projection des utilisateurs, à la fois personnels et résidents. Donc, de la part du personnel, beaucoup on va dire d'anticipation sur ce que pourrait faire le robot et comment il pourrait les accompagner au quotidien auprès des résidents. Et de la part des résidents, pas mal d'idées, en fait. On a eu beaucoup de retours. Et est-ce que le robot pourrait faire ci? Est-ce que le robot pourrait répondre à mes questions? Est-ce que je pourrais lui demander l'heure, la date, la météo? Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, cet atelier, même autour d'un POC, on va dire à moitié fonctionnel, provoquait beaucoup de projections et d'idées de la part des utilisateurs. Donc, on se place vraiment dans une optique de co-conception directement avec le terrain. Je ne sais pas si Rodolphe, tu veux dire un mot avant que je parle de la suite des expérimentations, peut-être? Ouais, ce qu'on a pu constater, ce qui était assez intéressant, c'est, en reprenant un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'il y avait notamment pas mal d'appréhension, plus de la part du personnel soignant, en tout cas ce que j'avais un peu ressenti, et au début des expérimentations. Puis finalement, on se rend compte qu'à la fin, ils ont vraiment bien compris quelle était la place du robot et comment ça pouvait améliorer à la fois la qualité de vie des seniors en EHPAD et aussi améliorer leur façon de travailler. Et donc, ils voyaient ça vraiment d'un bon œil à la fin. Et ce qu'on a noté qui était aussi très important, c'est de ne pas survendre le produit pour ne pas créer de la frustration ou une déception, et qu'il vaut mieux être assez transparent en expliquant surtout ce qu'on est sûr qui fonctionne bien. Et puis, bien sûr, si derrière on peut faire mieux, aller plus loin, c'est très bien, mais ne pas survendre au début, c'est assez important. Et la dernière chose qu'on se rend compte, nous n'étant pas experts non plus du type de personnes qui vivent dans les EHPAD, c'est que il y a vraiment beaucoup de types de personnes différentes avec des problèmes cognitifs plus ou moins élevés, et qu'il ne faut pas non plus essayer forcément à tout prix de pouvoir adresser toutes ces populations en même temps, et de vraiment comprendre où est-ce que le robot va pouvoir être le plus pertinent avec quel type de personnes. Voilà ce que je pourrais ajouter. Et simplement pour finir, du coup, cette expérimentation, elle permet un petit peu de débroussailler les usages, de débroussailler les attentes et la perception des utilisateurs autour de la robotique. C'est quand même une technologie qui est assez disruptive en EHPAD. Ça nous permet pour nous, Corian, de nous positionner aussi sur ce qu'on attend de la robotique et ce qu'on n'en attend pas. Là où on n'a pas envie d'avoir des robots et là où on a envie d'avoir des robots. Pour, voilà, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, avoir une direction
autour de l'usage, dans l'usage pertinent, adapté et éthique de la robotique dans les établissements de santé. Et ce type de partenariat, ça nous permet effectivement, comme le dit Rodolphe, d'apporter d'un côté une expertise sur tout ce que peut faire la robotique, on va dire d'un point de vue technique, et côté Corian, d'apporter une expertise sur cet écosystème du grand âge qui est quand même très particulier et qui a des besoins spécifiques auxquels la robotique peut répondre partiellement en tout cas. Donc voilà, pour la suite, on attend la prochaine version du robot qui va être enrichie de tous les retours d'expérience qu'on a pu obtenir. Et avec cette version qui sera du coup autonome, on va pouvoir lancer des expérimentations de quelques mois dans plusieurs établissements pour avoir des retours plus long terme. Éviter aussi l'effet un peu buzz qu'on a au premier moment qu'on met un robot dans l'établissement pour avoir des retours peut-être plus pertinents sur l'évolution de la perception et des attentes et de l'intérêt de ces robots du coup en établissement. Et enfin pouvoir se positionner à terme et éventuellement déployer dans de plus en plus d'établissements sur des usages définis. Parfait, merci beaucoup. Rodolphe, un dernier mot? Ah, on n'entend plus. On va mettre le micro. Ouais, c'est mieux là. Ouais, juste un dernier mot. Pourquoi aujourd'hui Corian, entre autres, s'intéresse à Buddy? Il y a d'autres robots, pas forcément des concurrents directs, mais parce qu'il y a vraiment ce côté émotionnel qu'on a essayé de mettre en avant avec le robot, qui permet vraiment d'avoir une acceptabilité la plus importante possible, même auprès de personnes qui pourraient être réfractaires à la technologie, et d'avoir finalement habillé cette haute technologie d'un corps un peu sympathique avec un visage expressif et ce comportement autonome du robot permet finalement de ne pas avoir une solution technique, mais vraiment de voir un compagnon qui va venir améliorer, égayer le quotidien. Et même s'il y a des actions un peu de sécurité pour savoir si tout va bien, peut-être la nuit, etc., on est toujours sur ce côté bienveillant et qui est la clé vraiment pour que les gens ne se sentent pas effrayés par des robots, quoi. Voilà. Parfait, merci beaucoup Rodolphe et Nawel. Alors, c'est vrai que je tiens à citer Fabrice Gzil, qui est philosophe éthicien avec qui j'avais travaillé. Nous avions fait un rapport sur les technologies au service des seniors avec un focus justement sur les robots sociaux ou dits sociaux, avec ce point de vigilance sur le fait que des questions sociales nécessitent des réponses sociales. Et donc, un robot, bien sûr, ne peut jamais remplacer l'humain. Mais ce que j'entends, c'est que vous avez pris en considération, évidemment, les besoins des personnes et le fait que avec ce caractère émotionnel, néanmoins, vous avez ciblé les personnes qui peuvent en être bénéficiaires, que c'est pas une solution qui va être présentée à tout le monde. Donc, ce que je vous poserai comme question tout à l'heure, c'est voilà, cette attention que vous avez apportée dans le cadre de vos recherches par rapport aux effets potentiels sur les personnes, et puis de manière plus générale pour l'ensemble des équipes, je voudrais savoir si ces coopérations, pourquoi est-ce qu'elles sont réussies? Est-ce qu'elles se font en se tapant dans la main, ou est-ce qu'il y a un cadre peut-être que vous avez mis en place pour structurer cette coopération, peut-être anticiper les risques, voir les évolutions d'usage aussi. Vous avez évoqué, Rodolphe, sur une potentielle application du robot pour peut-être la surveillance entre guillemets des couloirs, c'est-à-dire pour libérer du temps aussi aux équipes. Donc, c'est aussi une nouvelle finalité. Comment vous l'avez appréhendé? Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, du coup, il nous reste 20 minutes. On arrive à rattraper le timing pour un échange avec donc les trois équipes et donc les questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, on va reprendre avec Kiné Quantum et l'Institut des sciences de santé de Paris sur les sujets de recherche médicale et de cadre en fait par rapport à la protection des personnes. Hein. Et si vous voulez nous dire un petit mot, comment ça se passe en fait? Voilà. Alors, concernant notre collaboration et particulièrement notre étude, il faut dire que comme toute étude de recherche, elle ne peut se mettre en place qu'en montant un dossier pour le comité de protection des personnes où on décrit clairement tout le protocole expérimental mis en place, les critères d'inclusion des personnes, quels sont les critères pour lesquels les personnes elles doivent répondre pour qu'ils puissent participer à notre étude, et surtout, si en cas de problème, comment on réagira
pour y faire face. Et tout ça, du coup, c'est encadré. C'est bien, on ne peut commencer notre étude que après accord du comité de protection de personnes. Et du coup, tous les aspects éthiques, je pense, et j'espère qu'on y répond parfaitement et on les respecte parfaitement, car voilà, on est bien encadré grâce à ce dossier monté au comité de protection de personnes. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur cette démarche-là? Et puis, par rapport aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais par rapport au bien vieillir, à la santé de la personne, vous l'avez évoqué, mais comment vous l'avez intégré, ou est-ce que vous allez le mettre en avant, c'est-à-dire le fait que votre solution, vraiment, elle puisse permettre d'être bénéfique, notamment pour le maintien à domicile. Comment est-ce que vous faites ce lien-là qu'on avait évoqué dans cette formation? Parce qu'il y a un rapport qui vient de sortir de Luc Broussy cette semaine, justement, qui fait des préconisations, et c'est un rapport qui a été travaillé avec de nombreux experts et expertes, et qui justement rappelle ce souhait, cette volonté des Français de vieillir à domicile, et en quoi votre solution peut permettre ou peut y contribuer. D'accord. Notre solution, déjà, elle a été proposée au début à des personnes dépendantes qui vraiment ont une énorme peur de tomber, qui les handicape et qui les empêche voire même de se mettre debout. Notre objectif, c'est déjà permettre à ces personnes-là de dépasser leur peur, et rien qu'à se pencher en avant et se mettre debout, puis au-delà de là, marcher, faire des activités de la vie quotidienne, et pourquoi pas sortir dans la rue et dépasser cette peur-là qui les handicape. Et nous, on espère que après, au fur et à mesure, ce dispositif pourra être utilisé en plus des SSR, des soins de suite de réadaptation, pourquoi pas dans les cabinets libéraux, en proposant cette solution à toute personne âgée qui a peur, même a une petite peur de tomber, ça peut lui permettre de dépasser cette peur-là et pourquoi pas aller vers d'autres activités de la vie quotidienne, dépasser cette peur, sortir de cette dépendance, avoir le maximum d'autonomie. Et au-delà de là, pourquoi pas proposer à domicile des personnes, les aider à faire plus de choses, leur donner plus d'autonomie, et c'est vraiment le but ultime de toute solution, je pense, solution technologique. D'accord. Un dernier mot sur ce point, peut-être, Lucas? Oui, ce que je peux ajouter, c'est que chez ces personnes qui ont du coup des difficultés à se tenir debout et à marcher, il faut savoir que c'est assez important à partir d'un certain âge de marcher régulièrement, ça permet de maintenir l'autonomie. Donc, en plus d'améliorer la qualité de vie à un instant T, on fait aussi, en fait, en aidant ces personnes à marcher, de la prévention sur des problèmes futurs et des pertes d'autonomie futures chez ces mêmes personnes âgées. La personne, et ça lui permet de lutter contre une peur qui la conduirait peut-être à aller en EHPAD, alors que finalement, ça lui permet de reprendre son autonomie et de rester plus longtemps chez elle. Donc, écoutez, ça répond à un grand enjeu sociétal. Je vous souhaite bonne chance. Et merci pour toutes ces explications. Merci de votre participation. Pour le deuxième binôme, Ubiquid et l'Institut médical de Romainville, vous vouliez peut-être aborder, j'aurais envie de vous entendre sur ce sujet de cette puce RFID qui vient peut-être biper parfois, donc qui permet d'avoir un dispositif de géolocalisation éventuelle. Et comment est-ce que vous avez tracé des personnes, pourquoi pas, à travers le matériel? Comment est-ce que vous avez anticipé ce risque-là au regard des libertés des personnes? Oui, alors effectivement, vous avez raison, Solène. La RFID, c'est un très bel outil pour les professionnels. Ça permet de gagner beaucoup de temps, mais il y a un risque, un peu de sentiment de Big Brother dans certains contextes. On a par exemple été contacté par les Robins des Toits qui s'inquiétaient de tout ce qui était champs électriques, etc. Donc, on leur a apporté des réponses, mais vous avez raison. Et dès la création d'Ubiquid, nous, notre problématique, c'était la démarche que Martine Franc a décrit. Notre problématique, c'était comment donner des outils aux professionnels pour que, in fine, le résident ou le patient, dans le cas de l'IRR,
bénéficient en fait du maximum de valeur ajoutée des personnels qui sont dans les établissements. Donc, l'objectif, c'est de faire gagner du temps, mais l'objectif, c'est aussi d'éviter le rejet de type je suis fliqué, je suis tracé, on a mis une puce dans le bras et autre chose. Donc, en fait, très, très rapidement, chez Liquid, dès 2016, on a lancé en fait une démarche avec la CNIL et on leur a décrit nos usages. Et notamment un usage qui est effectivement un usage de portique, de gestion des accès. C'est une problématique qui est hyper importante en EHPAD, donc des résidents qui sont errants et dont on aimerait être sûr qu'ils ne quittent pas l'établissement parce que s'il le quitte et qu'on s'y prend trop tard, il ne va pas forcément revenir et donc sa vie est en danger. Toute la problématique a été de se dire ok, mais on va pas envahir la vie privée des gens, on va pas commencer à tracer tous les mouvements, etc. Comment est-ce qu'on va faire? Et on a exposé une démarche donc de gestion extrêmement peu gourmande en information et avec aucune traçabilité. Et on a eu l'avis d'ACNIL qui nous a dit ok, dans ces conditions-là, si vous réalisez ce que vous avez dit, ça va convenir. Et ça me permet du coup d'ouvrir aussi sur les prochaines étapes avec l'IRR, puisque donc là, à l'heure actuelle, on a une application qui fonctionne bien, qui va être utilisée à fond par l'IRR et on est très content. Prochaine étape, c'est le site internet qui va permettre d'avoir du recul sur l'usage. Mais l'étape encore suivante, ce sera d'adapter cette alerte errance en EHPAD dans les soins de suite et réadaptation, et donc du coup a fortiori à l'IRR, pour éviter à nouveau qu'il y ait des élèves qui sortent de l'établissement. Voilà pour l'essentiel de notre démarche. Je ne sais pas si Madame Franc, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet. Je rajouterais juste quand même que quand on a élaboré l'application, on a bien rattaché les aides techniques à des numéros de chambre et non à des personnes, ce qui fait que on fait bien la distinction et c'est important quand même que ce soit souligné. D'accord. Alors, le numéro de chambre permet éventuellement de savoir, c'est un élément d'identification qui permet de connaître l'identité. Mais ce que là, je relève, ce qui est important, c'est parce que avec le SYNAPS, le Syndicat national pour la silver economy, nous avions organisé un atelier où j'avais fait venir la CNIL, justement, et c'est vrai que le représentant avait dit que la CNIL est tout à fait disposée à accompagner le déploiement de solutions innovantes, notamment dans le secteur de la santé silver economy, qui d'ailleurs, il y a des réglementations qui vont évoluer, des cadres. Et donc, ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, ça marche et que cet avis en fait préalable permet de déployer la solution de manière transparente, sécurisée, et puis du coup que ça soit vraiment conforme aux droits des personnes. Donc, je pense que c'est une bonne pratique et merci de l'avoir partagé, que c'est possible. La CNIL n'est pas là que pour contrôler, même si elle est de plus en plus vigilante sur ces sujets-là, notamment de santé, ça c'est sûr, mais elle incarne cette démarche d'accompagnement. Je trouve que c'est important de dire qu'on peut aller porter un dossier, un sujet, d'expliquer et de voir ce qui va, ce qui va pas, les correctifs, et ainsi ça permet de déployer la solution dans de bonnes conditions et de manière valable, en fait, valide. Donc, merci de ce partage d'expérience et de bonnes pratiques. Un dernier point, voilà, merci beaucoup. Pour Blue Frog, du coup, et Corian aussi, si vous voulez, à continuer vos propos sur ces sujets que nous avons évoqués, sur l'âge et puis les précautions prises. Voilà. Peut-être côté Corian, en deux mots. Donc, nous, effectivement, l'objet de la recherche autour de la robotique sociale, c'est aussi de donner un cadre éthique à l'utilisation de ces robots, et notamment Buddy en EHPAD. Donc, il y a une grande réflexion, d'une part, autour de l'usage. Donc, là, on ne va pas utiliser l'interaction sociale du robot, l'interaction sociale que le robot va être créé pour créer un nouveau lien émotionnel entre le robot et l'humain. On va l'utiliser, cette interaction sociale, pour, en revanche, stimuler, engager les personnes âgées dans des nouvelles activités, dans des nouveaux dialogues avec d'autres personnes. Donc, c'est pas le robot qui est lui-même engagé dans le lien social, c'est un robot médiateur de lien social dans l'établissement. Donc, il y a des petites nuances, en fait, dans l'usage
de ces robots et dans les applications qu'on lui donne, pour garder aussi cet aspect éthique autour de l'utilisation de la robotique sociale. Et d'autre part, on fait en sorte de cadrer de manière juridique et éthique ces expérimentations. Donc, d'un côté, on a la Fondation Coréen pour le bien vieillir qui travaille depuis quelques années déjà avec l'Université catholique de Lyon autour de l'usage éthique de l'IA, l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies du coup dans les établissements de santé. Donc là, il y a un rapport qui a été publié l'année dernière sur ce sujet. Et en parallèle, quand on met en place des expérimentations en établissement, on travaille main dans la main avec la DPO de Corian, avec le service juridique pour en quelque sorte favoriser une certaine innovation juridique dans le cadrage de ces expérimentations, puisqu'on a envie que l'innovation technologique, qui apporte plein de nouvelles situations un peu inédites, aille de pair avec une innovation juridique sur comment on encadre ces expérimentations au mieux. Voilà. Et on ne veut pas remplacer l'animateur, évidemment, avec des nouveaux robots. C'est des robots qui viennent en supplément, qui viennent là où l'animateur n'est pas déjà, qui permet d'aller plus loin dans les supports d'animation et dans la vie sociale et la vie en fait, de l'établissement au quotidien. Parfait, merci beaucoup. Donc, on voit que le droit n'est pas un frein, mais quand c'est bien encadré, bien vérifié. Alors, le DPO, c'est le responsable de protection des données personnelles pour le groupe. Et donc, le service juridique qui vient baquer, j'ai envie de dire, la solution, le consentement adapté, etc. Et puis, cette protection. Donc, c'est important de voir que quand on déploie une solution, pour qu'elle marche, eh bien, il y a ces précautions, ces anticipations à prendre et qu'il ne faut pas en avoir peur. Elles sont là, au contraire, au service du déploiement. Et c'est ça qui va faire que ça va pouvoir marcher. Donc, merci pour ce retour aussi d'expérience, évidemment, que je trouve intéressant, surtout qu'on parle d'innovation technologique, mais aussi d'innovation juridique, et qu'on peut contribuer à faire évoluer le droit aussi, pourquoi pas, faire évoluer la réglementation. Merci. Un dernier point, il nous reste 5 minutes, aussi peut-être sur cet encadrement quand même, vu les enjeux. Ou Rodolphe, ouais, juste pour rebondir sur le côté éthique, qui est au cœur un peu des problématiques de Blue Frog aussi. Nous, Buddy, en fait, est le premier robot avec une raison d'être. On a une charte éthique, justement, qu'on a rédigée avec nos avocats, que vous connaissez peut-être. On est accompagné par le cabinet Lexing, donc de Alain Bensoussan. On travaille avec eux pour les compagnies RGPD. C'est parfait. Voilà. Et donc, oui, nous, vraiment, c'est vraiment important d'apporter le plus de transparence possible vis-à-vis des utilisateurs de notre robot. Donc vraiment, on s'engage à communiquer toutes les informations qui permettent aux gens de prendre la mesure de ce que va faire le robot, de bien sûr respecter tout ce qui concerne la vie privée et même j'allais dire, le robot est assez éthique par design parce que tel qu'il est conçu, quasiment l'ensemble des données que le robot peut être amené à traiter est stocké dans le robot. C'est-à-dire qu'on a fait un gros travail pour que même tout ce qui est interaction vocale, ça puisse être embarqué. Si le robot doit reconnaître des gens, c'est embarqué dans le robot. Donc, il y a finalement très peu, voire aucune donnée qui peuvent être envoyées. Le seul moment où, à un moment donné, on a des flux vidéo, c'est quand on va prendre le contrôle du robot à distance pour faire ce qu'on appelle de la téléprésence, et où là, en effet, on va mettre en relation quelqu'un avec une tablette ou un smartphone avec le robot, et donc il y a des flux vidéo qui passent, mais qui sont bien entendu sécurisés, qu'on maîtrise. Mais clairement, si on veut que la robotique soit démocratisée, il faut mettre un point d'orgue à s'assurer que nous, on est les plus clairs possibles et que les gens comprennent vraiment ce qu'on fait et ce que fait le robot. Très bien, merci beaucoup Rodolphe et ravi de travailler avec ce cabinet. Je travaille main dans la main avec le directeur du contentieux en qui j'ai toute confiance. J'étais au Conseil de l'Ordre avec lui d'ailleurs. Voilà, je lui passe le bonjour parce qu'il est extra. Et on a comme ça cette vision enjeux juridiques éthiques, et notamment au regard des droits. Donc merci de voir, de partager aussi cette bonne pratique et les effets donc positifs qui ont permis aussi d'encadrer ce développement. Un dernier mot peut-être, il nous reste 3 minutes, peut-être Christelle, Isabelle ou bien Isabelle sur le sujet pour clôturer cette table ronde, vraiment en remerciant tous les participants pour leur enthousiasme et leur innovation. Merci beaucoup Solène et merci à tous les intervenants pour ces très beaux retours d'expérience. Ces beaux partages et interconnexions qui fait que de belles solutions sont développées tout en restant dans le respect de l'être humain, ce qui est une éthique qui est très importante aux yeux de tous, je pense.
Donc moi, c'était très, très, très intéressant à suivre et j'ai hâte de voir un deuxième événement de ce genre. Merci Isabelle. Isabelle Dufour. Oui, en ce qui me concerne, je vous remercie beaucoup pour cette organisation. Et puis, je voulais vous préciser que si les questions de la robotique sociale et de ses conditions d'implémentation organisationnelle, clinique et aussi éthique vous intéressent, nous avons conduit, Gérondif, grâce au soutien de la CNSA, de Malakoff Médéric et d'Humanis, tout un programme de recherche sur cette thématique pendant 3 ans. Et nous vous invitons le 29 juin à 14h30 à venir suivre la restitution de ce grand travail de 3 ans. À l'époque, Bullfrog n'était pas encore implémenté dans les établissements, mais à la prochaine fois, nous vous intégrerons dans nos études sur le sujet. Merci beaucoup à tous. J'en profite pour vous dire que je serai là avec plaisir, en direct. Merci. Avec Fabrice. Merci. Christelle, peut-être pour terminer. Voilà. Oui, le principal, c'est qu'on entend que voilà, il y a des liens qui se créent. C'est aussi mieux tous se connaître, pouvoir travailler ensemble. Et là, c'était vraiment le but aujourd'hui de pouvoir montrer 3 coopérations. Beaucoup d'intervenants et merci à tous. C'était un challenge en 1 heure de pouvoir tenir tout ça. Et merci vraiment à tous, ceux qui sont sur scène et ceux qui sont derrière. Anouk, Mélodie, merci à Claire aussi. Merci à tous ceux qui ont pu nous aider pour arriver à ça. J'invite aussi, et on remercie encore, bien sûr, Silver Echo et j'invite tout le monde aussi à continuer à regarder le live sur la page de Silver Echo Digital Days parce qu'il va y avoir encore des conférences aujourd'hui et ça enchaîne dès 10h avec une conférence AG2R La Mondiale. N'hésitez pas aussi à continuer à y participer pour ceux qui ne sont pas allés visiter encore la page Silver Echo Digital Days. Et nous, Silver Innov, Gérondif, Cap Digital et aux côtés de Solène, j'espère bien. On vous donne rendez-vous très très bientôt pour une 2e session. Voilà. Et on vous souhaite une très très bonne journée et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements ou des questions particulières aussi sur ce qui a pu être présenté ce matin. Voilà. Merci, et merci aussi à Jérôme Pigné pour l'organisation, pour la création de cet événement qui est vraiment très chouette. Merci de sa confiance également. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.